L'Assemblée nationale, les discours, les débats, c'est super, mais c'est très long et il y a beaucoup de temps mort. Mais pas avec moi. Ici, je vous fais un condensé des meilleurs moments de l'Assemblée nationale, les meilleurs discours, les meilleurs débats, les meilleures prises de parole. Et je vous condense tout ça sans les temps morts. C'est tous les jeudis et tous les dimanches, donc n'oubliez pas de vous abonner. Installez-vous confortablement, c'est parti. S'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je dispose de 2 minutes, mais permettez-moi de prendre quelques secondes de mon temps de parole pour rendre un hommage à la fois amical, sincère et respectueux à Monsieur André Chassaigne, qui posera sa dernière question au gouvernement dans quelques instants avant de quitter notre Assemblée. J'ose espérer, Madame la Présidente, que vous décompterez de mon temps de parole les applaudissements nourris à l'endroit de Monsieur Chassaigne. Ne vous inquiétez pas, on a prévu d'honorer André Chassaigne. Monsieur le ministre, nous fêtons aujourd'hui un anniversaire. Monsieur le ministre, nous fêtons aujourd'hui un anniversaire. Il y a un an, votre prédécesseur, aujourd'hui garde des Sceaux, lançait des opérations dites Place Net XXL à Roubaix, dans le quartier Sainte-Élisabeth, à grand renfort de policiers, de chiens en laisse, mais surtout de caméras et de micros. À l'occasion de cet anniversaire, la place locale, dans toute la France, dresse un bilan de ce qui était censé apporter une solution pérenne au trafic de stupéfiants dans nos villes. Ce bilan est clair, totalement inefficace. Qui le dit? Les habitants, d'une part, je cite, « Ça s'est calmé pendant quelques jours, puis les dealers sont revenus comme avant, comme s'il ne s'était rien passé. » Les dealers le disent eux-mêmes dans la presse ce matin. Même quand la police était là tous les jours, on s'était juste déplacé de quelques rues. La police, enfin, fait le même constat. Il n'y a pas eu d'efficacité, c'était juste de la communication, de belles images. On a agi là où on pouvait agir. 1 heure après, les dealers étaient là, d'autant plus que nous n'avions pas de moyens supplémentaires. Monsieur le ministre, ma question est simple. Nous sommes en train d'examiner un texte de lutte contre la criminalité organisée qui s'attaque aux têtes de réseau, notamment du narcotrafic, ce qu'on appelle le haut du spectre. Au-delà de cette lutte évidemment indispensable, nos concitoyens attendent une réponse quotidienne à laquelle les opérations Place Net XXL, de toute évidence, n'ont rien apporté. Il y va de notre pacte républicain, il y va de la crédibilité de nos institutions. Comment envisagez-vous, Monsieur le ministre, de rétablir efficacement au quotidien le calme, à la fois dans nos villes et désormais également en milieu rural? Merci beaucoup. Député, je ne peux pas vous laisser affirmer que l'opération XXL qui s'est déroulée à Lille il y a 1 an aurait été vaine. Je voudrais simplement indiquer qu'elle a permis à l'époque 107 déferrements d'individus. Parmi ces 107, 36 mandats de dépôt, la saisie de quasiment 60 kilos de stupéfiants. Près d'1 million d'euros ont pu être saisis. Par exemple, 87 véhicules. Alors oui, évidemment qu'il faut d'autres opérations. Notre choix, c'était aussi de compléter ces opérations avec 3 dimensions. Une dimension judiciaire pour faire en sorte qu'on fasse des coups de filet avec du renseignement en amont, qu'on aille démanteler les réseaux de drogue. Deuxième dimension sécuritaire avec l'occupation des voies publiques, la fouille par exemple de caves, d'immeubles et une dimension aussi administrative pour déployer tous les leviers de l'État, sanitaire, fiscal, douanier, etc. pour casser l'écosystème notamment économique de la drogue. Mais je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Les communes, je crois qu'avec Grenoble, Lille a le réseau notamment de vidéosurveillance qui est le plus faible. Il faut aussi que les maires soient au premier plan de leurs responsabilités. Et nous, mes chers collègues, et mesdames, messieurs les députés, il y a un texte narcotrafic. J'espère bien que dans quelques jours, il sera voté parce qu'il nous donnera un certain nombre d'armes qui seront déterminantes. Par exemple, pour fermer des commerces, j'étais à Belfort hier. Le maire a dû acheter pas moins de 30 commerces pour éviter que ces commerces ne tombent dans l'escarcelle de blanchisseurs. Eh bien, nous donnerons, par exemple, à nos préfets un nouveau levier pour que les préfets puissent fermer ces commerces. Et vous les connaissez, vous êtes rapporteur de ce texte. Il y a beaucoup d'autres sujets. Ce sera un arsenal, nous en avons besoin. Et on verra bien d'ailleurs qui va prendre ses responsabilités et qui votera ce texte qui est fondamental, qui sera un texte, je pense, fondateur contre le narcotrafic.
Je vous remercie, Monsieur le ministre. Avant de donner la parole à Monsieur le Président Chassaigne, qui s'apprête à quitter son mandat de député et posera donc sa dernière question au gouvernement, je souhaite saluer son parcours exceptionnel au service des Français. Engagé dans la vie publique en qualité d'adjoint au maire de Saint-Amand-Roche-Savine il y a 48 ans, vous avez exercé presque tous les mandats. Conseiller général, maire, conseiller régional et évidemment député depuis 2002. Élu de la 5e circonscription du Puy-de-Dôme, réélu à 6 reprises. Vous vous êtes, au cours de ces 23 années de mandat, investi dans de nombreuses fonctions. Alors, président du groupe de la gauche démocrate et républicaine depuis 2012, président du groupe d'amitié, tenez-vous bien, France-Cuba, vice-président de 9 groupes d'amitié et membre de 16 groupes d'études. L'adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale puis par le Parlement dans son ensemble des 2 lois dites Chassaigne en 2020 et 2021 visant à revaloriser les pensions de retraite agricoles a illustré votre force de persuasion sur tous les bancs. Vos convictions, votre ténacité, votre sens de la formule vont nous manquer. Avec vous, s'éloigne une grande figure de l'Assemblée nationale, dont la voix résonnera encore longtemps dans cet hémicycle. Je voudrais saluer aujourd'hui un très grand républicain, défenseur irréprochable de nos valeurs fondatrices et de nos institutions. Vous continuerez à œuvrer pour l'intérêt général en retrouvant votre premier mandat communal à Saint-Amand-Roche-Savine. Et donc, en mon nom personnel, au nom de l'Assemblée nationale, au nom de tous les Français, je voudrais vous adresser nos plus vifs remerciements pour votre engagement pour notre pays, Monsieur le Président Chassaigne. Madame la Présidente, je vous remercie pour cet hommage, mais je me dis que si l'élection au perchoir s'était faite à l'applaudimètre, peut-être que j'aurais eu de la chance. Donc, je vais donc poser ma dernière question sans concession, Monsieur le Premier ministre, au nom des députés de ce groupe que j'aime tant, le groupe de la gauche démocrate et républicaine qui rassemble les députés communistes et les députés des territoires dits d'outre-mer. Vous m'avez donné beaucoup de bonheur et je voulais vous en remercier. Monsieur le Premier ministre, depuis plusieurs mandatures, les gouvernements successifs ont multiplié les coups de force. Le triple coup de force que j'ai dénoncé au moment de la loi travail de 2016 ou sur les réformes des retraites est devenu permanent. Coup de force contre l'opinion majoritaire des Français. Coup de force contre les représentations syndicales. Coup de force contre le Parlement. Vous-même, Monsieur le Premier ministre, et dans le même esprit, n'avez-vous pas délibérément trompé les Français, les représentations syndicales et notre Parlement en organisant un conclave de façade, alimentant de faux espoirs chez ceux qui souffrent déjà de la réforme des retraites? Toujours dans cette logique, vous venez d'adresser un courrier au président de groupe. Sous couvert de concertation, il laisse, selon moi, poindre une forme de mépris du Parlement en réduisant de fait son rôle dans la suite de notre mandature. La violation de la séparation des pouvoirs que nous connaissons depuis des années, conjuguée à la brutalité des annonces, met en péril notre démocratie, ici comme dans le pays. Par votre méthode et votre programme, vous alignez aussi dangereusement sur l'agenda de l'extrême droite, alors que dans le contexte international délétère
Nous avons plus que jamais besoin d'une nation unie. Oui, une nation unie, unie au service de la cohésion et de la paix. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, nous sommes à un point de bascule. Monsieur le Premier ministre, je vous appelle solennellement à un sursaut. J'oserais même dire un coup de force, mais un coup de force démocratique. Je vous remercie. Madame la ministre, l'enseignement agricole privé sous contrat est aujourd'hui en danger et avec lui la formation de milliers de jeunes prêts à s'engager pour la souveraineté alimentaire et la vitalité de nos territoires ruraux. Depuis la signature du protocole 2022-2026, le mode de calcul des subventions allouées aux établissements relevant du Conseil national de l'enseignement agricole privé a été modifié par l'État sans concertation suffisante avec les établissements concernés. Les financements régionaux ont ainsi été exclus du coût de référence par élève, entraînant un manque à gagner estimé entre 35 et 40 millions d'euros chaque année, soit une baisse de 25% des subventions actuelles. Les conséquences sont alarmantes. Au plan national, cela concerne 176 établissements accueillant plus de 45 000 élèves en formation initiale et 12 000 en apprentissage. Sans ajustement de subventions, un bon nombre d'établissements, dont les deux de ma circonscription, le lycée professionnel d'Éther et l'Institut d'Hazebrouck, pourraient faire face à terme à des risques de fermeture ou de cessation de paiement. Madame la ministre, la loi Rocard de 1984 garantit le respect des engagements financiers de l'État envers les établissements d'enseignement agricole privés, assurant ainsi leur bon fonctionnement et leur mission essentielle de formation. Pourtant, celle-ci ne semble plus être aujourd'hui respectée, alors même que la loi d'orientation agricole, toute fraîchement promulguée, renforce la reconnaissance et la professionnalisation des formations agricoles via la création du bachelor agri et la mise en valeur des ateliers pédagogiques des lycées du CNEAP. Face à cette situation critique, une commission de conciliation sera appelée à se réunir d'ici fin mars, début avril. Cette instance sera déterminante pour rétablir le dialogue et trouver une issue équitable entre l'État et les représentants des établissements concernés. Madame la ministre, confirmez-vous vouloir préserver leur mission essentielle à ces établissements pour nos territoires? Je vous remercie. Monsieur le député, je partage votre attachement à l'enseignement agricole qui prépare nos jeunes au métier du vivant. Vous n'ignorez pas les circonstances dans lesquelles s'est faite la préparation du budget et mon ministère a dû contribuer, comme l'ensemble des ministères, à l'effort budgétaire qui nous a été demandé compte tenu de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Mon objectif, c'est évidemment de préserver la qualité des enseignements et le maillage territorial de l'enseignement agricole qui est une grande réussite, qu'il soit privé ou qu'il soit public. Une première enveloppe de dotation a été attribuée dès la rentrée, à la fin de l'année 2024, pour tenir compte le plus finement possible de l'évolution des effectifs. Alors en effet, le CNEAP a instruit une démarche au nom de 173 associations gestionnaires privées sous contrat, un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté de novembre 2024 qui fixait le montant de subvention pour l'ensemble de ces organismes au titre de l'année 2024. Je voudrais saluer la place centrale qu'occupe le CNEAP dans l'enseignement agricole privé. J'en connais bien les responsables que je rencontre régulièrement et je sais la qualité de leur travail. C'est la raison pour laquelle j'ai accédé à leur demande de la convocation d'une commission de conciliation. Mais monsieur le député, je voudrais vous dire que la non-couverture des dépenses des établissements agricoles privés s'inscrit dans une histoire longue, très longue, et que des recours, il y en a déjà eu. C'est un sujet qui n'est pas réglé depuis des décennies. Je veux le rappeler tout de même. Cette affaire n'est pas récente. Mais ce que je peux vous dire, monsieur le député, c'est vous affirmer mon engagement plein et entier pour être aux côtés de l'enseignement agricole privé dont je connais la spécificité, les qualités et les réussites pour nos jeunes. Je vous remercie. Premier ministre. Depuis 2020, le taux de mortalité infantile en France ne cesse d'augmenter, atteignant aujourd'hui 4,1 décès pour 1000 naissances. 2800 bébés perdent la vie avant leur premier anniversaire et 70% d'entre eux meurent à la maternité.
La France se retrouve au 23e rang sur 27 en Europe, alors qu'elle était parmi les premiers il y a 25 ans. Ce chiffre alarmant peut être mis en parallèle avec la fermeture progressive des petites maternités. En 50 ans, 75% d'entre elles ont disparu et le dernier rapport de l'Académie de médecine recommande encore de fermer 111 maternités réalisant moins de 1000 accouchements par an, soi-disant pour des raisons de sécurité. Vous accélérez donc les fermetures. Pourtant, cette logique de rationalisation à outrance, transformant les hôpitaux en usines à bébés, a atteint ses limites. La surcharge des grandes structures hospitalières, le manque de suivi des prématurés et la dégradation des services de protection maternelle et infantile mettent en danger les mères et leurs bébés. Monsieur Macron a appelé à un absurde réarmement démographique, mais en même temps, il torpille les hôpitaux publics. Ne serait-il pas temps de stopper les fermetures de maternités pour garantir la sécurité des mères et de leurs bébés, mais aussi des soignants qui aspirent à redonner du sens à leur métier ? Par ailleurs, alors que le système de santé manque déjà de moyens, 1,1 milliard d'euros initialement prévus pour l'assurance maladie vient d'être gelé par Bercy sans explication sur la réduction des dépenses de santé. Merci à ceux qui n'ont pas voté la censure. Dans un tel contexte, comment justifier de nouvelles restrictions alors que l'accès aux soins des femmes et des bébés est en jeu ? Monsieur le Premier ministre, quand et comment allez-vous prendre réellement en charge cette question de la mortalité infantile? Je vous remercie. Député Lévrault, mesdames et messieurs les députés. Madame la députée, évidemment, je connais le constat que vous venez de faire sur la mortalité infantile dans notre pays. Et effectivement, force est de reconnaître que depuis 10 ans, la mortalité infantile a augmenté dans notre pays. C'est d'ailleurs le sens de l'ouvrage auquel vous faites référence dans votre question, 4,1. Dans cet ouvrage, plusieurs éléments sont mis en avant. Parmi ceux-ci, l'un des tout premiers que je veux également souligner, c'est la nécessité d'analyser les causes de cette mortalité infantile parce que cette mortalité, elle se passe entre 0 et 27 jours et que les causes sont plurielles et qu'elles nécessitent effectivement que nous puissions aller plus loin sur les conditions puisqu'elles dépendent, il n'y a pas une cause unique, il y a une série de causes. C'est le premier élément qui doit incontestablement retenir toute notre attention. Le deuxième élément, vous faites allusion à la fermeture de maternité. On sait aussi, et les experts le disent, qu'une maternité qui effectue moins de 300 accouchements par an est une maternité dans laquelle on manque probablement d'expérience, d'où la nécessité d'avoir une capacité à articuler les réponses. Pourquoi je dis articuler? Parce qu'il y a une notion de distance. Effectivement, quand on est à plus de 45 minutes d'une maternité, il y a un sujet pour les femmes enceintes. Le troisième élément sur lequel je veux aller, c'est l'organisation finalement d'un triptyque. Et ce triptyque, il est autour de plusieurs éléments, l'obstétrique, la pédiatrie, l'anesthésie. Ce sont ces trois éléments sur lesquels nous devons avoir des réponses concrètes qui permettent de répondre aux tout petits. Enfin, vous avez dans votre question eu quelques éléments sur l'hôpital. Je voudrais vous rappeler que nous avons augmenté le budget de l'ONDAM, donc de la tarification des hôpitaux, de 9 milliards cette année. C'est un choix du Premier ministre, plus 0,5 pour l'hôpital public, plus 0,5 pour le privé. C'était attendu, nous l'avons fait. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la députée. C'est ma troisième QAG sur les maternités et vous continuez à fermer des maternités. Vous mettez en péril la santé des femmes et des enfants. Hier, nous avons assisté lors des débats sur le projet de loi dit de simplification à un remake du concours Lépine ou à un remix de Massacre à la tronçonneuse. Rapporteurs, gouvernement, mais encore plus, députés de droite et d'extrême droite ont rivalisé de créativité dans la course à la suppression d'organismes et de conseils consultatifs. Avec ce texte fourre-tout, vous avez ouvert les vannes, offert un blanc-seing à la surenchère et rendu hier des avis de sagesse sur certaines suppressions, avis assez peu sages finalement. Parfois à l'aveugle, parfois à dessein, quand a priori il s'agit de se débarrasser de conseils en matière de droit du travail ou d'écologie. Chacun y allait de sa petite mesure de suppression dans un ensemble qui manque de sérieux, de méthode et de préparation. On a assisté à des séquences un peu folles. On n'a pas trouvé de compte-rendu sur le site internet où ils ne répondent pas au téléphone. L'organisme ne se réunit pas, on supprime. On ne connaît donc pas, donc ça ne sert à rien, on supprime. Des structures de concertation, donc inutiles, on supprime. 32 organismes ont été supprimés hier soir. Mais c'est pas assez, pas le grand soir.
Décevant, vous direz. L'OFB, l'ADEME, ESS France, CRES, on aurait pu aller beaucoup plus loin dans ce choc de simplification. Nous ne sommes pas passés loin de la suppression de la Commission nationale du débat public dont les salariés sont en grève aujourd'hui et que je salue. Vous annonciez un choc de simplification, c'est le début de la grande liquidation. Aucune vision sur les effets des suppressions. Par exemple, le Conseil national de la montagne qui a découvert cette suppression, ils ne se réunissent pas, c'est le Premier ministre qui doit les convoquer et qui ne les a pas convoqués. Finalement, ces suppressions ouvrent le champ à des attaques contre la démocratie et l'état de droit. La trumpisation est en marche ici. Monsieur le ministre, n'y a-t-il pas un intérêt public majeur, cette fameuse notion que vous utilisez pour justifier tous les contournements de nos protections, à préserver la concertation et la démocratie? Allez-vous laisser faire? Jusqu'où irons-nous dans ces démantèlements? Merci, monsieur le... Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Charles Fournier, tout de même, hier, les débats étaient beaucoup plus apaisés que la question que vous venez de poser. Je commencerai par cette phrase qu'il faudrait que nous observions tous. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'hier, d'abord, nous avons commencé l'examen d'un texte qui est très attendu par les Français et qui ne concerne pas seulement la suppression de comités ou d'agences. C'est le texte sur la simplification de la vie économique et nos chefs d'entreprise en attendent beaucoup. Ensuite, parce que le gouvernement a eu une attitude qui était responsable, et je vais vous dire pourquoi. Nous avons eu une attitude qui était la suivante. Lorsqu'il y a la redondance, lorsqu'il y a une activité peu effective, lorsqu'il y a un impact sur la lisibilité de l'action publique, oui, il est vrai, le gouvernement a donné des avis de sagesse ou des avis favorables à la suppression. Vous l'avez dit tout à l'heure, une trentaine. Vous oubliez également de dire que pour une soixantaine, vous avez voté, conformément à l'avis du gouvernement, au rejet de suppression. Et je sais très bien qu'un certain nombre de vos collègues regrettent amèrement que le gouvernement n'ait pas donné un avis favorable. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, de l'OFB, vous parliez de l'ADEME, vous parliez également du CEREMA. Hier, si mes souvenirs sont exacts, monsieur le député, je n'ai pas donné un avis favorable à la suppression de ces organismes. Donc nous allons agir avec méthode, nous allons le faire sans tronçonneuse, nous allons le faire sans avoir pour boussole et pour modèle monsieur Trump et ses amis, parce qu'ici on est en France et que nous ne voulons pas d'une simplification à l'américaine mais d'une simplification à la française, et nous le ferons dans l'intérêt de nos concitoyens. Elle me terrasse et m'accule, possède mon corps tout entier, me tord l'esprit, prend ses quartiers, elle me glace, elle me brûle, toujours à l'heure, elle est ponctuelle, elle ne me fait jamais défaut, sort de l'ombre et me fait la peau, ma chère amie, elle est monstruelle. Voilà ce qu'écrit Marine Bonneau dans son poème Rouge. Cette chère amie se nomme l'endométriose, une maladie qui touche plus d'une femme sur 10. Cette maladie est silencieuse, atteint nos épouses, nos mères, nos filles, nos sœurs, nos amis, nos collègues, sans que nous le sachions. Car trop souvent encore, la pudeur les retient de parler alors qu'elles souffrent en silence. Nombre d'entre nous, notamment les hommes, ne sommes pas conscients de ce que cette maladie inflige à ces femmes, dans leur quotidien, leur intimité, leur sexualité et leur espoir d'avoir un enfant. Ce vendredi 28 mars, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'endométriose, il est essentiel de constater qu'il manque encore cette communication nécessaire pour que les langues se délient et que nous soyons tous mobilisés avec elles, mobilisés avec l'association Endo France notamment, et je salue ici toutes ces femmes combattantes avec Yasmine Kando, sa présidente. Partout où il est possible d'écouter la douleur de ces femmes et de leur poser un pré-diagnostic, il est crucial que les personnes compétentes soient informées et formées, que ce soit en milieu scolaire, dans le domaine médical ou professionnel. Alors, comment mettre en lumière cette maladie de l'ombre? Comment susciter la lueur de l'espoir pour ces 4 millions de Françaises impactées par cette maladie, tout en respectant leur pudeur et leur dignité? Au-delà des soulagements apportés par l'aide médicale, et en attendant de trouver un traitement réparateur et définitif, comment les centres antidouleurs obtiennent-ils tous les moyens nécessaires pour accompagner ces femmes et leur proposer autre chose que des médicaments? Madame la Présidente, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, mes premiers mots seront pour vous remercier. Vous remercier d'avoir posé cette question tellement importante pour la santé des femmes. Vous avez raison, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, je le disais, et non seulement ces chiffres sont importants, mais je voudrais associer à ces chiffres une autre donnée. C'est celle de l'errance de diagnostic, puisqu'en moyenne, le diagnostic dure 7 ans. C'est dire si l'enjeu est extrêmement important. Et je voudrais souligner le travail qui est fait en matière de recherche, puisque nous avons autorisé un test, le fameux endotest, qui permet, et nous sommes sur une cohorte actuellement de 25 000 femmes avec lequel nous le testons. L'idée, c'est d'avoir une capacité à enfin poser un diagnostic et dès lors que l'on a posé un diagnostic, d'être en capacité de soigner. Parce qu'il y a deux éléments dans votre question. Il y a le problème de l'endométriose et il y a le problème de l'infertilité. Et nous devons lier ces deux éléments parce que, au-delà de l'ensemble de ces douleurs que vous avez décrites, de cette difficulté de vie qui est répétée chaque mois, il y a la difficulté pour le désir d'enfant d'un certain nombre de femmes. Et là encore, la réponse avec un traitement permet d'avoir une réponse en matière de grossesse. J'insiste sur ce sujet parce que l'âge du premier enfant dans notre pays, c'est 31 ans. Donc vous imaginez, si on a une errance de diagnostic de 7 ans, cela veut dire que cela compromet de manière quasi irrémédiable le désir d'enfant. Donc la volonté du gouvernement, c'est 1, aller plus loin avec ce test et évidemment autant que possible le généraliser. 2, dans le plan que nous allons lancer à la demande du Premier ministre sur le virage démographique, sur le sujet de l'infertilité, sur le sujet également de la garde des enfants, nous avons là des réponses très concrètes et c'est avec vous que nous pourrons les construire. Merci pour votre engagement. Merci beaucoup. 10 ans de prison requis contre Boualem Sansal. 10 ans de prison requis contre un écrivain qui n'a fait qu'utiliser sa plume pour exprimer ses idées. Le cas de Boualem Sansal est emblématique, Monsieur le Ministre, emblématique de tous ceux contre quoi la France devrait s'élever. Un simulacre de procès, une instrumentalisation de la justice à des fins politiques, mais surtout une haine viscérale et affirmée de la France. À travers ces réquisitions scandaleuses, dignes d'État voyou, ce n'est rien d'autre que la voix du gouvernement algérien qui s'est exprimée. Un gouvernement qui lui a même demandé de prendre un autre avocat parce que son avocat est juif. Ce gouvernement algérien, c'est celui qui multiplie les injures à l'égard de la France, piétinant les accords bilatéraux conclus au cours des dernières décennies. Ce gouvernement algérien, c'est celui qui refuse de récupérer ses ressortissants sous OQTF, celui qui renvoie ses influenceurs haineux et qui fait peser une menace sur nos compatriotes, comme nous l'avons vu lors des attentats de Mulhouse, où un ressortissant algérien sous OQTF, refusé à 10 reprises par le régime d'Alger, a tué l'un de nos compatriotes. Face à de telles outrances, la parole de notre gouvernement est une fois de plus dégradée et bafouée. Ce week-end encore, le président du régime algérien se moquait des déclarations émises par votre gouvernement. Est-ce cela la réponse de la diplomatie française pour libérer un ressortissant français, 2 fois récipiendaire du prix de l'Académie française et emprisonné sans aucun motif dans les geôles d'un régime voyou? Est-ce cela la riposte graduée que promeuvent certains de vos ministres? Monsieur le ministre, les Français sont lassés de vos paroles qui ne sont pas suivies d'actes. Il est désormais temps d'agir. Quand allez-vous remettre en cause les accords de 68? Quand allez-vous suspendre les visas et mettre un terme aux avantages dont bénéficient les ressortissants et dirigeants algériens sur notre sol? Quand allez-vous enfin stopper l'aide au développement et l'aide publique à l'égard de ce pays? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Benjamin Haddad, ministre en charge de l'Europe. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Tivoli. Voilà 130 jours que notre compatriote, le grand écrivain franco-algérien Boualem Sansal, est détenu de façon arbitraire. 130 jours que ce héros de la liberté d'expression, dont l'œuvre antitotalitaire, Le village de l'Allemand, 2084, a suscité l'admiration de nombre de nos compatriotes. Rien ne justifie sa détention arbitraire, rien ne justifie le verdict dont il a été l'objet et la France et nos services diplomatiques est pleinement mobilisés pour qu'il puisse non seulement avoir accès aux services consulaires auxquels il a bien sûr droit, mais pour obtenir sa libération. Vous le savez, la France n'a cessé de souhaiter un dialogue d'apaisement et de confiance avec l'Algérie. Mais l'apaisement et la confiance, ça ne se décrète pas de façon unilatérale. Ce n'est pas la France qui a fait le choix de détenir de façon arbitraire un écrivain franco-algérien. Ce n'est pas la France qui refuse de reprendre des ressortissants frappés d'obligation de quitter le territoire français après avoir menacé nos compatriotes, attaqué ou, dans les cas comme on l'a vu, être à l'origine de drames
comme celui de Mulhouse. Nous resterons pleinement mobilisés pour notre compatriote Boualem Sansal. Et je voudrais d'ailleurs saluer ici le travail, la mobilisation des parlementaires avec la résolution de la députée Constance Le Grip adoptée ici récemment, mais aussi la mobilisation et la solidarité de nos compatriotes qui se retrouveront dans quelques heures devant l'Assemblée nationale. Nous tirerons les conséquences sans hésitation, avec fermeté, sans idéologie dans notre réponse au régime et aux actes de l'Algérie. Et je le dis bien sûr devant les ministres de la Justice et de l'Intérieur. Et nous resterons mobilisés pour notre compatriote Boualem Sansal. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Olga Givernet. Ah, il vous reste du temps, allez-y alors. Oui, Monsieur le Ministre, la culture du résultat, ce n'est pas d'aligner des intentions. Si vos mots avaient le moindre effet, Boualem Sansal ne serait plus en prison. Il est toujours en prison et vous êtes toujours en train de nous expliquer pourquoi. Mettre sur pied l'international progressiste. Voilà, Monsieur le Ministre, le mot d'ordre du sommet pour la démocratie et les libertés qui s'est tenu hier à Paris à l'initiative de Gabriel Attal et de Valérie Hayé. Ils ont réuni autour d'eux plus de 60 leaders politiques venus de toute l'Europe. Construire une paix durable, soutenir l'Ukraine, bâtir une véritable défense européenne, c'est ce que souhaite cette alliance des démocraties progressistes, n'en déplaise aux populistes illibéraux de tout poil. Dans la droite ligne du président de la République qui a depuis toujours prôné l'Europe de la défense, les rencontres internationales se multiplient, car le temps presse et la France s'organise déjà. Je pense à l'événement sur le financement de notre industrie de défense, mis en œuvre par le gouvernement la semaine dernière. Il a réuni autour de nos ministres, nos industriels français, les banques et les investisseurs. Les secteurs privés et publics vont soutenir la montée en capacité de production de nos équipements de défense. Nos concitoyens même le pourront. Certes, la présidente de la Commission européenne a lancé un plan de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Union européenne d'ici à 2030. Et Bruxelles a insisté sur un traitement préférentiel aux entreprises européennes. Il était temps, mais de nombreux sujets restent en suspens. Comme renforcer le modèle industriel européen pour ne plus dépendre de pays tiers et organiser les consortiums d'achat. Comme inciter l'ensemble des pays membres à consacrer 3% de leur PIB à la défense. Comme utiliser les avoirs russes au-delà de leurs simples revenus, comme inscrit dans la résolution européenne pour l'Ukraine, votée il y a peu pour notre Assemblée. Je vous demande donc, Monsieur le Ministre, quelles sont les prochaines étapes pour travailler à la coopération européenne en matière de financement et de production des équipements de défense. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Benjamin Haddad, ministre en charge de l'Europe. Merci Madame la Présidente, merci Madame la députée Givernet. Vous avez raison, nous assistons à un véritable réveil stratégique des Européens dans ce moment de bascule. Face à la menace que la Russie fait peser sur nos démocraties, la guerre d'agression contre l'Ukraine à nos portes, les intimidations, tentatives de déstabilisation, ingérence, attaques cyber de la Russie contre les pays européens et bien sûr avec les questions qui se posent sur l'avenir de la relation transatlantique et de la garantie de sécurité américaine. Il est l'heure pour les Européens de prendre leur destin en main. Vous l'avez dit, Madame la députée, c'est le discours que porte la France depuis 7 ans déjà, depuis le discours de la Sorbonne du président de la République, celui d'une Europe qui investit dans son autonomie stratégique, dans sa propre défense. Et plus que jamais, les idées françaises d'aujourd'hui sont le moteur de l'Europe. Nous avons vu des étapes historiques franchies avec le Conseil extraordinaire du 6 mars qui a permis de développer des nouveaux financements pour l'Europe de la défense et pour soutenir notre industrie européenne de défense autonome, à la fois pour que cela donne de la visibilité à nos industriels, mais aussi pour pouvoir maîtriser le savoir-faire technologique et l'usage de ces armements. Mais il faudra aller plus loin et c'est ce que nous avons demandé avec nos partenaires, à la fois mobiliser d'autres fonds européens existants. Je pense par exemple au mécanisme européen de stabilité qui est mentionné dans le livre blanc sur la défense, qui a été publié il y a quelques jours par la Commission européenne. Mais pourquoi pas poser la question d'un nouveau grand emprunt comme nous avons su le faire lors de la crise Covid avec le plan de relance Next Generation EU sous l'impulsion, là encore, de la France. Nous avons toujours, Madame la députée, refusé l'esprit de défaite, l'esprit de
soumission. Nous portons une ambition haute pour une Europe qui défend ses intérêts, qui assume de défendre sa liberté, sa souveraineté, sa sécurité face aux menaces, et nous continuerons à le faire dans ce moment de bascule historique. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Alain David du groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et des Familles. Dans une semaine, la trêve hivernale prendra fin. En Gironde, 74 familles, soit environ 150 enfants actuellement en hébergement d'urgence, se retrouveront à la rue, faute de prise en charge par l'État. Dans le cadre de sa mission d'aide sociale à l'enfance, le département de la Gironde assure pleinement sa compétence d'hébergement d'urgence des femmes enceintes et des mères isolées avec enfants. Depuis des années, par souci de préserver la dignité humaine et répondre à l'urgence sociale, il héberge également des centaines de familles avec enfants de plus de 3 ans qui relèvent pourtant de la pleine compétence de l'État. Ce dispositif dérogatoire coûte 3 millions d'euros par an à une collectivité asphyxiée financièrement. Face aux nouvelles coupes budgétaires, cet engagement pour la dignité devient hélas insoutenable. Le Conseil départemental est contraint d'y mettre un terme, malgré lui, au 31 mars. Des échanges ont eu lieu avec les services préfectoraux et des solutions ont été trouvées pour une quinzaine de familles. Mais les autres seront à la rue dans quelques jours. Ces situations émeuvent nos concitoyens qui se mobilisent pour ces familles insérées par la scolarisation de leurs enfants ou bien auprès des associations qui œuvrent au quotidien pour leur venir en aide. Le président de la République s'était engagé dès 2017 à ne laisser personne dormir dans la rue. 8 ans plus tard, la situation continue de se dégrader. Quelles mesures, Madame la Ministre, des mesures immédiates comptez-vous prendre pour éviter l'impensable, voir ces familles dormir dans la rue dès la semaine prochaine, en Gironde et partout en France? Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Alain David, je vous remercie d'abord du ton que vous avez employé et de la solennité qui sied à ce type de problématique que vous évoquez. Ça va me permettre de rappeler que depuis 10 ans, mais vous le savez très bien, des moyens très importants ont été mis en place pour faire face aux besoins exceptionnellement importants et croissants en matière d'hébergement. Ainsi que les crédits consacrés à l'hébergement sont aujourd'hui de 2,9 milliards d'euros, ce qui représente 3 fois le montant qu'il y avait il y a 10 ans. Et l'action du gouvernement s'organise effectivement autour de 2 axes. D'abord, la mise en œuvre depuis 2017 des plans Logement d'abord, vous les connaissez, et d'autre part, la mise à l'abri inconditionnelle des personnes grâce à un parc d'hébergement qui est, nous l'espérons, suffisamment dimensionné pour apporter une réponse, une solution aux situations de détresse que vous évoquez. C'est ainsi que 203 000 places d'hébergement, je voudrais le dire ici, ont été confirmées en 2025. S'agissant de la situation plus particulière de la Gironde que vous avez évoquée et de l'hébergement d'urgence, un travail important et constant a été réalisé par la préfecture de Gironde depuis de nombreuses années. Elle l'a fait d'ailleurs avec le département de la Gironde qui a pris en charge un certain nombre de cas particuliers. Mais depuis 2020, les crédits à l'hébergement ont ainsi augmenté de 20%. Le président du Conseil général de Gironde a adressé au préfet, vous le savez, le 10 mars dernier, un courrier l'alertant sur la prise en charge d'environ 82 familles qui sont concernées justement pour leur trouver un hébergement, disant « ça ne relève pas du département ». Dès cet instant, la DDETS a fortement mobilisé, vous le savez, de nombreux échanges avec le département pour trouver des solutions concrètes à chaque famille. Il reste à ce jour 47 familles. Les sorties se font aujourd'hui progressivement, mais elles se feront régulièrement jusqu'à la fin du mois de juin. Je vous remercie de votre question. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le député. Oui, Monsieur le Ministre et Monsieur le Premier ministre, nous comptons sur vous et les départements comptent sur vous pour régler ce problème, car ce serait une honte pour la France de voir toutes ces familles à la rue. Je vous remercie, Monsieur le député. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.